Sylvain. Mesdames et messieurs, merci de prendre vos places. Nous allons commencer dans un instant. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie, Simon Delbraïd, chers directeurs généraux des institutions nationales, chers directeurs et représentants de délégations internationales, chers directeurs des universités, chers universitaires, professeurs, étudiants, bonjour. C'est un plaisir d'être réunis aujourd'hui pour parler internationalisation dans l'enseignement supérieur tunisien. La Tunisie qui est connue être une terre d'accueil, la Tunisie qui est un pays ouvert culturellement et est toujours ouverte sur les sciences et les recherches. La Tunisie qui a offert aussi l'une des plus anciennes universités au monde. C'est un super plaisir d'être ici pour parler, discuter, échanger et réfléchir ensemble pour une meilleure internationalisation dans l'enseignement supérieur tunisien. Donc, je ne vais pas encore m'accaparer la parole. La démarche, ce programme, aujourd'hui, il y aura des keynotes, il y aura un cadre, il y aura aussi des échanges, il y aura un panel de réflexion, il y aura aussi des échanges de compétences nationales et aussi des expertises internationales. L'objectif aussi de sortir par des outputs super intéressants pour rendre l'internationalisation dans l'enseignement supérieur tunisien meilleur. Donc, sans transition, je vais céder la parole pour la session d'ouverture et je vais inviter M. Melek Kochlev, qui est le directeur général de la coopération internationale auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie. Si Melek, le micro est à vous. صباح الخير، مرحبا بكم. شكرا جزيلا على الحضور المتميز مستوى وعددا، وأيضا شكرا على دعمكم لعمل المشترك على الانفتاح الدولي للجامعة التونسية. اسمحوا لي نقول كلمتين باللغة الفرنسوية، فقط كلمات ترحيب، ونمر بعد ذلك الكلمات الافتتاحية. Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur Mondher Belhaïd, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chers collègues, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir, d'accueillir cet auditoire imposant, important, en nombre et en qualité, qui sont venus participer à ce que nous pensons être la première étape dans la formulation d'une stratégie nationale pour l'internationalisation du système tunisien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pourquoi une stratégie nationale? Parce que nous connaissons les dynamiques globales, les dynamiques régionales, également nationales, en jeu à ce niveau-là, et la Tunisie est consciente de ses atouts, est consciente également de son positionnement et souhaite réellement être un acteur majeur pour la région au niveau de son système au niveau de l'internationalisation de son système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. J'aimerais très sincèrement remercier tous ceux qui, d'abord, nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Certains viennent de très loin. Je remercie également nos partenaires. C'est un travail de groupe qui nous réunit aujourd'hui. D'abord, notre distinguée équipe des experts de l'enseignement supérieur, Higher Education and Research Experts, qui ont concocté ce programme. J'aimerais remercier la délégation de l'Union européenne
à Tunis, qui est un partenaire de longue date pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. J'aimerais remercier notre bureau national Erasmus+, qui est également très efficace dans le développement de nos relations académiques et scientifiques dans l'espace euro-méditerranéen. Mes remerciements vont également à professeur Chedli Abdelli et à l'MPR, qui a toujours été un appui précieux à nos activités. À la Direction générale de la coopération internationale, mes collègues, à l'ensemble des collègues du ministère, les représentants de l'université tunisienne, secteur public et privé également, les représentants des ministères et des institutions tunisiennes. Et c'est également avec beaucoup de joie que je souhaite la bienvenue à un certain nombre de nos partenaires internationaux qui assistent aujourd'hui avec nous à cette cérémonie d'ouverture. Donc sur ce, je vous remercie tous. J'espère un séminaire fructueux et je recède la parole à notre modérateur, s'il vous plaît. Merci beaucoup Simelek. Merci beaucoup Simelek. Déjà, je rappelle que cet événement, notamment, qui est une collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec le Bureau national d'Erasmus+, et l'équipe HER, et aussi de la Délégation générale de coopération, Direction générale de la coopération internationale des CCI, la délégation de l'Union européenne en Tunisie et l'Agence nationale de promotion de recherche scientifique pour l'organisation de ce séminaire. C'était le mot de Simelek Kochlev, qui est le directeur général de la coopération internationale auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et je céderai la parole à Siraj Ahmidi, qui est le chargé de coopération internationale de l'enseignement supérieur de la délégation de l'Union européenne en Tunisie. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de la coopération internationale, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique, Madame la coordinatrice nationale du bureau Erasmus, chers collègues responsables, directeurs généraux des institutions, partenaires socio-économiques, bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans une thématique très intéressante, une thématique vraiment urgente, et je vais vous dire pourquoi urgente. Et je suis d'abord chargé de vous exprimer les remerciements et les salutations et l'encouragement de son Excellence, M. Perroni, qui n'a pas pu être parmi nous et qui m'a chargé vraiment de vous exprimer ces salutations. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui était derrière cette thématique, ce séminaire ou conférence. Je remercie les partenaires internationaux, l'UNIMED et notre cher expert qui va animer la journée. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne, qui nous a honorés par sa présence et qui est un partenaire de longue durée de l'enseignement supérieur à travers les programmes bilatéraux avec l'Espagne ou bien à travers même les appuis européens dans le cadre des différents projets. Et je veux juste dire deux petits mots rapidement sur l'internationalisation, pourquoi c'est une urgence. Ces 10 dernières années, si vous voyez un peu le bilan de la Tunisie est devenue un pays bien placée, si ce n'est pas dire reconnue, attendue qu'elle soit parmi les top 5 de la région méditerranéenne. Quand on voit ces scores par rapport au Horizon Europe, la moyenne de réussite, elle dépasse plusieurs États membres européens au niveau de taux de réussite dans l'Horizon Europe. En termes de mobilité Erasmus+, elle arrive à décrocher des projets d'ampleur qui prouvent qu'il y a le potentiel. Tout ça ne fait qu'améliorer le potentiel et tout ça ne fait que pousser la Tunisie à voir d'autres niches, d'autres opportunités, d'autres élans qui peuvent lui permettre de développer davantage son système national d'enseignement supérieur et de la recherche, mais pas seulement ça. Parce que l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est une politique d'État. C'est une stratégie de développement d'un pays. Les enjeux touchent pas seulement l'enseignement supérieur en termes d'échange de savoir, de consolidation des efforts, de levée de fonds pour les labos, etc. Mais c'est une opportunité pour nouer d'autres relations, pour ouvrir des marchés, pour travailler sur des défis communs tels que les défis environnementaux, climatiques et autres. C'est pour faire travailler aussi d'autres savants sur ses propres besoins de la recherche et d'où l'utilité du label et du statut d'association
Horizon Europe pour la Tunisie. Donc l'internationalisation, ces enjeux dépassent de loin les enjeux purement scientifiques. C'est une thématique transversale. C'est pour ça qu'elle doit devenir une politique d'État prioritaire et je pense que la Tunisie, elle est consciente et elle travaille là-dessus. Et cet atelier ne fait que lancer une démarche de mise en place d'une stratégie d'internationalisation pour tout le système. L'Europe, à travers ses États membres, mais aussi à travers le concept d'Union européenne, a travaillé sur l'internationalisation par différentes façons. L'internationalisation des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique était approchée et abordée de différentes manières au niveau de l'Union européenne. Quand l'Union européenne a décidé de faire un seul espace européen de recherche, comme ça a été le cas pour l'espace européen économique ou bien la monnaie économique, la monnaie commune, la question était très compliquée. Les cursus universitaires ne sont pas les mêmes, les approches réglementaires ne sont pas les mêmes, et les fonds et même le degré de maturité des États membres n'étaient pas les mêmes. Un outil indispensable a été mis en place, c'est les programmes cadres de recherche et développement, les FP5, 6, 7, H2020 et Horizon Europe. C'était des programmes, des outils d'harmonisation des systèmes nationaux des États membres pour arriver à avoir une réglementation commune, un espace européen de recherche commun. De même, Tempus et Erasmus, dans ces différentes versions, étaient un outil aussi pour rapprocher les cursus universitaires, surtout la réglementation, et autoriser les échanges et la mobilité, fluidifier la mobilité entre les États membres. Tout ça pour vous dire que l'internationalisation, ce n'est pas une finalité, il faut la traiter dans tous les maillons de la chaîne. L'internationalisation, elle commence depuis l'installation des internationaux, la paperasse, les autorisations, le logement, l'appui à avoir un travail intermédiaire, jusqu'à l'intégration dans l'université et le paiement électronique était ça. Si la Tunisie arrive à mettre en place une stratégie, je suis confiant qu'elle mettra en place une stratégie adéquate, les bénéfices et les retombées seront très intéressants pour la Tunisie, non seulement au niveau du système, mais pour la Tunisie en tant que pays dans sa voie de développement économique et social et même culturel. C'est la vision qu'on a partagée avec le ministère et c'est la vision sur laquelle le bureau a travaillé pour initier cette activité. Je profite pour remercier aussi le bureau national Erasmus+, dans ses différentes activités ces derniers mois. L'équipe HERE qui a vraiment témoigné un engagement excellent pour la cause nationale et je vous souhaite un séminaire fructueux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Siraj Ahmiri, qui est chargé de coopération internationale de l'enseignement supérieur et la délégation de l'Union européenne en Tunisie. Siraj qui a souligné l'urgence de cette thématique, notamment l'internalisation dans l'enseignement supérieur, de par le potentiel déjà de la Tunisie et des Tunisiens. Et de l'autre côté, il a essayé d'aller sur le partenaire stratégique, notamment l'Union européenne, et des mécanismes qui sont en place. Il a souligné que cette thématique, elle est d'ordre stratégique et doit être traitée à l'échelle politique, tant compte tenu de la transversalité notamment de cette thématique-là. Et sans transition, je céderai la parole et j'inviterai sur scène notamment Chedli Abdelli, qui est directeur général de l'Agence nationale de la promotion et de la recherche scientifique. Si Chedli, the floor is yours. صباح الخير. Son Excellence Simon Verblade, donc ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, si Melek Kouslev, directeur général de la coopération internationale au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, si Rajah Lakhmiri, donc chargé de la coopération au sein de la délégation de l'Union européenne, Madame Nisrine Baklouti, coordinatrice nationale du bureau Erasmus. Je suis très content de voir et de participer à cet événement. Comme l'a dit Siraj, la thématique elle est fort intéressante et elle constitue vraiment une priorité de premier rang pour notre système de recherche, d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Donc Siraj il a déjà cité certaines raisons de cette priorité. Je vais juste donner quelques petits exemples. Donc nous avons grandement besoin d'internationaliser, de coopérer, de s'ouvrir sur la scène internationale, et parce que, comme
pratiquement tous les pays du monde, nous sommes soumis aux impacts, surtout du changement climatique. Et ces changements climatiques touchent, j'ai dit tout le monde, mais malheureusement, nous sommes peut-être parmi les pays les plus affectés. Et justement, donc, pour faire face à ces changements climatiques, pour faire face à ces impacts, atténuer ces impacts, s'adapter à ces impacts, nous avons besoin aujourd'hui de coopérer, de s'ouvrir à l'international pour lancer, démarrer de nouveaux parcours, de nouveaux métiers, de nouvelles expertises pour répondre à ces nouvelles exigences environnementales d'aujourd'hui, mais des exigences aussi futures. Donc ça, au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, nous savons tous que la Tunisie, donc, elle est très, très, très bien classée en termes de recherche scientifique. On est 10e sur 132 pays en termes de production scientifique. Et je sais que rien que pour le défi environnemental, je sais qu'il y a des résultats très pertinents au niveau des structures de recherche, au niveau des laboratoires, des résultats, si vous voulez, donc, pour atténuer les émissions des gaz à effet de serre, des résultats importants pour substituer nos engrais chimiques par des engrais biologiques et protéger notre environnement, des résultats pour dépolluer nos sols, des résultats pour valoriser les déchets. Et ces résultats sont là, mais jusqu'à présent, nous essayons vraiment de mettre en œuvre des mécanismes pour les valoriser, mais la valorisation, le transfert de ces technologies et leur utilisation par, si vous voulez, les partenaires socio-économiques nécessitent, si vous voulez, une certaine maturité technologique pour vraiment concrétiser ces résultats. Et là, à ce niveau de la valorisation, au niveau de la maturation des technologies, nous avons grandement besoin de s'ouvrir sur le monde et nous avons grandement besoin de partager le savoir-faire et les mécanismes qui sont mis en œuvre pour, si vous voulez, la valorisation. Donc, autre chose, par exemple, donc, nous savons que la Tunisie, si vous voulez, donc, elle génère pas mal de résultats très intéressants. Et au niveau de l'innovation, il y a pas mal d'idées émergentes extraordinaires. Et ces idées, donc, en quelque sorte, elles ne vont pas servir uniquement la Tunisie, elles peuvent servir donc, le monde. C'est pour cela que les porteurs de projets innovants, les start-up, les spin-offs, nous avons aussi besoin, si vous voulez, de s'ouvrir à l'international et de donner l'opportunité à ces porteurs de projets si vous voulez, de faire connaître ces inventions et auprès de la scène internationale. J'étais dans la COP 16 et vraiment, si vous voulez, un constat très important, c'est, vous savez, c'est les ressources génétiques. Et je reviens toujours à ce problème de défis environnementaux. Les ressources génétiques, les bioressources de manière générale, sont très intéressantes pour vraiment atténuer et s'adapter au changement climatique. Et la Tunisie, c'est vrai qu'elle est parmi les pays les plus affectés par le changement climatique, mais c'est l'un des pays les plus riches en ressources génétiques et ressources génétiques qui sont adaptées à ces conditions. Et justement, travailler en partenariat, collaborer pour valoriser ces ressources génétiques très importantes, surtout c'est les ressources génétiques, ce que j'appelle des milieux très difficiles. Et justement, donc, il y a moyen, si vous voulez, d'investir sur ces ressources génétiques. Et là, peut-être, donc, la coopération, elle, avec des partenaires internationaux, va nous aider à les préserver, à les valoriser, mais surtout pour promouvoir un investissement dans les pays d'origine, un investissement en Tunisie pour créer de la valeur ajoutée, pour offrir de nouvelles occasions d'emploi. Donc, c'est juste quelques exemples, je n'ai pas préparé de mots. Donc, je tiens à féliciter le Bureau national Erasmus et l'équipe IR pour le choix vraiment très pertinent de la thématique. Toutes mes félicitations
aux organisateurs et bon travail, bonne continuation et œuvrons ensemble pour, si vous voulez, combattre et lever les défis, si vous voulez, du changement climatique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sichedli Abdelli, directeur général de l'Agence nationale de la promotion et de la recherche scientifique. Sichedli qui a aussi souligné l'urgence de l'internationalisation. Notamment, il a rejoint les propos de Sirajah et aussi il a souligné notamment que cette internationalisation, elle est faite pour résoudre des problématiques d'actualité, notamment le changement climatique et les exigences environnementales. Et aussi, il a souligné, il a cité quelques exemples, il a parlé d'innovation, il a parlé de challenge, notamment en termes de ressources. Et on va passer directement au mot de Madame Nesrine Barklouti, qui est la coordinatrice du bureau national Erasmus+, Tunisie. Bonjour, merci. Bonjour, Son Excellence, Monsieur le ministre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Monder Belaïd, Monsieur Melek Chlef, directeur général de la Direction de coopération internationale, Monsieur Sichedli Abdelli, directeur général de l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique, Monsieur Rajah Miri, chargé de coopération internationale, enseignement supérieur, délégation de l'Union européenne en Tunisie, directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cher président et vice-président des universités tunisiennes, chers membres du comité Higher Education Reform Expert, expert de la réforme dans le cadre de la modernisation du système de l'enseignement supérieur en Tunisie, chers collègues des services de relations internationales, chers ambassadeurs, Monsieur Hans de Witt, expert de l'Union européenne, Monsieur Marcello Scalisi, directeur de l'Union des universités de la Méditerranée, honorables invités, mesdames, messieurs. Bonjour. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce séminaire sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Tunisie. Je vous souhaite la bienvenue. Je tiens à rappeler que ce séminaire est organisé par le Bureau national Erasmus+ Tunisie, le comité des HIR, la Direction générale de la coopération internationale, la délégation de l'Union européenne en Tunisie et l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique, que je tiens à les remercier. Ce thème est d'une importance cruciale dans un monde où l'échange d'idées, de culture et de savoir devient essentiel pour préparer les générations futures et relever les défis globaux. L'internationalisation de nos universités n'est pas seulement un objectif en soi, mais un puissant levier pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, renforcer la recherche et élargir les horizons de nos étudiants et de notre communauté académique. C'est aussi un moyen de faire rayonner la Tunisie en tant que destination d'apprentissage et de collaboration et surtout exportatrice de savoir. Durant ces 2 jours de notre séminaire, nous aurons l'occasion de discuter des stratégies, des outils, des meilleures pratiques pour concrétiser cette vision. Nos échanges et réflexions collectives permettront de poser les bases d'une stratégie nationale d'internationalisation qui répondent aux spécificités de notre pays tout en nous alignant avec les standards internationaux. Lors de notre séminaire, on aura des présentations et des panels sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur. On va voir le contexte tunisien. Également, des benchmarks européens seront mis en exergue par notre invité, l'expert Hans de Witt. Il est également important de souligner que cet événement constitue la quatrième initiative de notre bureau Erasmus+ et le réseau des HIR. Bien sûr, ce n'est pas la dernière. Par ailleurs, jusqu'à présent, nous avons abordé des thèmes essentiels tels que la digitalisation, la gouvernance et l'assurance qualité. Je tiens de profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude envers toute l'équipe HIR pour leur engagement et leur travail exceptionnel. Je tiens à remercier tous les partenaires et intervenants ici présents pour leur contribution précieuse. Finalement, je profite de ce moment pour remercier vivement le ministère, la DGCI, l'ANPR et l'ADIO, aussi un remerciement spécial pour l'équipe du bureau Erasmus+, et tous les membres HIR. Merci, Monsieur le ministre, pour votre présence. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. Que ce séminaire soit riche en échanges et en avancées concrètes pour le futur de notre système de l'enseignement supérieur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Nesrine Barklouti, qui a remercié tous les partenaires et tous les intervenants pour faire réussir ce programme riche, qui a aussi étalé les différentes sessions et les thématiques qui seront traitées pendant ce programme-là. Et j'inviterai sur scène le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie, Si Monder Belaïd. Bonjour tout le monde.
Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne, chers invités internationaux, représentants du corps diplomatique et des institutions et organisations internationales, chers collègues représentants des ministères et institutions tunisiennes, chers collègues du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des universités et établissements de tutelle, distingués invités, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence aujourd'hui à l'occasion de ce séminaire organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la délégation de l'Union européenne et le bureau Erasmus+, que je remercie pour l'organisation savamment orchestrée, comme je remercie aussi le réseau des experts de l'enseignement supérieur VIR, la Direction générale de la coopération internationale et la MPR pour leurs contributions significatives au succès de ce séminaire et pour la préparation d'un programme de qualité. J'aimerais également saluer nos partenaires internationaux présents pour l'ouverture de ce séminaire, notamment les représentants de la délégation européenne, des pays et organisations partenaires, notamment de l'UNIMED. Mes remerciements vont aussi au professeur Hans David, dont la présence parmi nous enrichit cet événement. Le séminaire s'inscrit dans une démarche méthodique pour une internationalisation au service des universités tunisiennes. L'internationalisation de l'enseignement supérieur est un sujet qui suscite un vif intérêt pour le système universitaire et de recherche dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a un consensus sur les bienfaits de l'internationalisation, tant sur le développement de la qualité de l'enseignement et sur le renforcement de la compétitivité et de la capacité d'innovation des universités. Toutefois, des développements récents ont montré l'accélération de la compétition internationale pour la captation des talents conjuguée à une concurrence parfois exacerbée des universités souhaitant renforcer leur positionnement dans les classements et répondre à des pressions sur leur financement. Par ailleurs, nous notons la montée en puissance d'acteurs universitaires nouveaux dans un monde de plus en plus multipolaire. Tous ces facteurs et d'autres encore font que l'internationalisation des universités connaissent actuellement des changements importants dans ses acteurs et ses modalités sous l'influence des tendances mondiales et des politiques nationales. C'est dans ce contexte qu'il nous incombe en tant que communauté universitaire et scientifique tunisienne d'imaginer et de mettre en pratique notre propre modèle d'internationalisation. Celle-ci doit d'abord tenir compte de la spécificité de notre contexte, d'une compréhension de nos défis, de nos atouts et d'un engagement sans faille pour que l'internationalisation soutienne nos universités dans la poursuite de leur mission principale, à savoir un enseignement de qualité offrant des perspectives d'employabilité aux diplômés et de recherche efficace répondant à nos défis et besoins, ainsi qu'une ouverture sur la société pour davantage de prospérité économique et de progrès. Nous nous devons aussi, dans cette démarche, de nous conformer aux principes de notre politique étrangère, celle de relations équilibrées avec nos partenaires et de solidarité qui doit caractériser ces relations pour faire face collectivement aux défis de notre région et de notre globe. L'un de ces défis est celui de l'accès à une formation de qualité et inclusive pour la jeunesse de notre continent africain, un défi face auquel notre pays peut apporter une contribution significative. Mesdames et messieurs, notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique présente des atouts qui méritent d'être soulignés. L'accès à l'enseignement supérieur se situe à des niveaux satisfaisants. Un tiers de la population âgée entre 18 et 24 ans fréquente les universités. Les 2 tiers de la population estudiantine sont des filles. La dépense moyenne par diplômé est en train de progresser, ce qui reflète l'investissement continu du gouvernement tunisien dans l'enseignement supérieur malgré les défis des finances publiques. De plus en plus d'investissements sont dirigés vers des programmes pour la qualité, l'employabilité et l'entrepreneuriat, l'encouragement de la production scientifique ainsi que les services universitaires destinés aux étudiants. Nos universités apparaissent de plus en plus dans des classements internationaux. Nos programmes, particulièrement en ingénierie et médecine, sont accrédités à l'international. Notre système d'enseignement supérieur est riche d'une offre académique très diversifiée que nous nous cessons d'enrichir
pour s'adapter à une demande sociétale en constante évolution. Nous participons activement à des collaborations internationales avec un focus sur la mobilité internationale. Nos étudiants maîtrisent au moins 3 langues. Ils sont ouverts sur le monde et sont de plus en plus outillés pour un monde en transformation. Le secteur de l'enseignement supérieur en Tunisie a connu ces dernières années une baisse significative du nombre d'étudiants inscrits dans les universités tunisiennes, passant de 370 000 en 2010 à moins de 300 000 aujourd'hui, car l'âge moyen en Tunisie, qui est de 32 ans, est le plus élevé d'Afrique. Le ratio d'étudiants enseignants dans les universités tunisiennes est de 10 pour 1. Il est parmi les plus élevés au niveau mondial. C'est une capacité de formation importante que nous nous devons d'optimiser. Par ailleurs, 10% de nos étudiants poursuivent leur formation universitaire à l'étranger et 15% de nos enseignants exercent plutôt à l'étranger. Plus de 9000 étudiants internationaux, essentiellement africains, ont choisi la Tunisie pour poursuivre leurs études. En effet, notre pays a été pionnier depuis des décennies dans la mise à disposition de possibilités de formation, de bourses d'études et de programmes de coopération technique à des dizaines de pays à travers le monde, dont plus de 40 pays africains. Nous avons en outre ouvert la possibilité aux étudiants internationaux de s'inscrire à titre individuel dans les universités publiques. Et ce programme connaît une demande croissante d'année en année. Le secteur privé s'est montré très agile et proactif au niveau de l'accueil des étudiants internationaux, accommodant plus de la moitié de cette population. Le gouvernement tunisien se penche sur la création de l'Agence tunisienne pour les étudiants internationaux en tant que structure exécutive pour la diplomatie de la connaissance qui accompagne les étudiants internationaux du projet d'études en Tunisie jusqu'au post-diplôme et accompagne les institutions universitaires dans les programmes d'orientation pour les étudiants internationaux. Nous visons à positionner la Tunisie comme une destination universitaire de choix. Par ailleurs, nos universités ont développé des réseaux de partenariats très denses et diversifiés qui soutiennent la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs, ainsi que celle des programmes. L'internationalisation chez soi se développe également, permettant à nos étudiants notamment d'être exposés à des expériences internationales au sein de leur propre établissement. Cette dynamique d'ouverture internationale de notre système ainsi que de nos établissements nous amène à lancer une réflexion collective aujourd'hui dans ce séminaire pour développer une stratégie d'internationalisation de l'enseignement supérieur tunisien, une stratégie tunisienne visant à mieux structurer nos politiques publiques, programmes et outils afin de renforcer le positionnement de la Tunisie dans l'enseignement supérieur mondial, et ce par l'accroissement de la mobilité des étudiants, enseignants, chercheurs et staff, le développement des programmes conjoints de niveau international, par le renforcement de la recherche internationale et de la valorisation de ses résultats, et par la promotion de l'internationalisation chez soi. La poursuite de ces objectifs permettra d'offrir davantage d'opportunités à notre communauté universitaire et scientifique élargie. Il s'agira en particulier d'une ouverture culturelle et d'une meilleure employabilité pour nos étudiants, de collaboration internationale, de visibilité et d'impact de la recherche pour nos enseignants et chercheurs, d'amélioration de la réputation d'attractivité pour nos établissements et notre pays, de plus d'efficience dans le secteur au profit du contribuable tunisien. Pour conclure, je souhaite plein succès aux travaux de ce séminaire et remercie tous ceux qui ont contribué à son succès. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie, Monsieur Mandel Belaïd. C'est Mandel qui a parlé, qui a étalé les facteurs et les tendances de l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Il a parlé aussi de réfléchir, d'avoir notre propre modèle dans l'objectif d'une meilleure employabilité
et comme facteur de progrès. Il a parlé aussi des atouts du système de l'enseignement supérieur et aussi il a partagé la vision et les objectifs notamment d'améliorer la mobilité, augmentation de la recherche et meilleure attractivité de nos universités. Donc c'était le mot de Simon Delbelaïd, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie. Comme je l'ai dit, comme vous le savez déjà, le programme est riche et diversifié. Il y aura des compétences nationales et internationales. Comme toute démarche de réflexion d'ordre stratégique, on commencera par des concepts clés, un benchmarking, un overview, puis on va passer après dans la deuxième session pour réfléchir pour le diag, une analyse et les challenges. Et puis il y aura la troisième session qui parlera de la gouvernance de l'internationalisation. Donc, pour la première session, il y aura, comme je l'ai dit, il y aura M. Marcello Scalisi, qui est le directeur de l'UNIMED, de l'Union université de la Méditerranée. Il y aura aussi l'intervention de M. Kochlev, qui est le directeur de la DGCI. Et aussi, il y aura M. Hans Dewitt, qui est expert de l'Union européenne, qui est professeur émérite aussi, qui va nous éclairer par rapport à ce premier thème, qui est les concepts clés. Donc, la première session qui est l'internationalisation du système de l'enseignement supérieur, concept clé. Et je vais inviter pour la première intervention l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Méditerranée, tendance actuelle et future. Ça sera fait par M. Marcello Scalisi, qui est le directeur de l'UNIMED, Union des universités de la Méditerranée. Merci beaucoup. Alors, avec votre permission, on va prendre quelques minutes pour accompagner son Excellence, Monsieur le Ministre, et on revient pour la première session. Donc, ne quittez pas vos places. Il y a des choses intéressantes qui vont être dites. À tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, ce sera la première intervention de M. Marcello Scalisi, qui est le directeur de l'UNIMED. The floor is yours. Est-ce que vous voulez un... Non, je pense que j'ai une présentation qui doit être... je ne sais pas... Voilà. Wow. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous, de parler un peu de la question de l'internationalisation de la Méditerranée, mais surtout en rapport à la Tunisie. Je voudrais d'abord remercier tous les collègues, les présidents, les vice-présidents des universités tunisiennes qui sont ici, tous les collègues tunisiennes. Bien évidemment, je remercie Malek, Nesrin, Reja, pour la collaboration que nous avons entre nous, mais je voudrais aussi saluer Monsieur le secrétaire général du NIMED, le professeur Aziza. Et je dois commencer pour un peu faire... Je m'excuse évidemment pour mon français-italien, mais j'espère que vous allez comprendre. Mais je voudrais un peu commencer avec une petite histoire de la relation UNIMED avec la Tunisie. Donc, nous avons 10 universités tunisiennes en 13 qui sont membres d'UNIMED. Donc, ça signifie que la quasi-totalité des universités tunisiennes. En plus, le premier président pas italien d'UNIMED a été un recteur tunisien, professeur Mabouli. Il a été en 2007-2016. Et voilà. Après, nous avons, comme j'ai déjà dit, un secrétaire général d'UNIMED qui est un Tunisien, le professeur Aziza. Et en plus, j'ai été nommé directeur d'UNIMED ici à Tunis en 2008. Donc, UNIMED, c'est un réseau quasi totalement tunisien, avec une importance pour nous, qui nous portons sur la Tunisie, très, très, très important, vraiment très important, et je vous expliquerai en détail cette importance pour nous et quelle est notre idée, notre proposition sur
sur l'internationalisation du système universitaire tunisien. Donc, vraiment, très bref, deux paroles sur UNIMED. Nous avons commencé notre activité en 91, donc après plusieurs 30 ans d'activité, il a été au début un petit groupe d'universités, une vingtaine d'universités. Maintenant, nous avons 172 universités de 25 pays. J'ai déjà dit la participation tunisienne, mais il y a aussi d'autres pays qui sont vraiment très forts en relation à la participation, l'Italie, la Libye, le Maroc et d'autres. Et nous avons plus ou moins projets et activités dans tout notre pays. C'est important de souligner vous pouvez voir le nombre de projets, d'employés et tout ça, mais c'est important de souligner la modalité de la gouvernance d'UNIMED. UNIMED, c'est un réseau indépendant. Nous n'avons pas de financement du gouvernement italien ou de la Commission européenne pour la raison que nous existons. Nous sommes financés par les membres. Donc, chaque université paie une cotisation qui est importante pour notre indépendance. Et aussi la modalité de gestion. La gouvernance d'UNIMED, c'est une gouvernance équilibrée. Monsieur le ministre a parlé de la nécessité d'un partenariat équilibré. Donc, le modèle d'UNIMED, c'est ça, un partenariat équilibré parce que tous les membres jouent le même rôle. Et le conseil d'administration est un conseil d'administration qui est fait par 20 personnes, 10 européennes et 10 de la rive sud de la Méditerranée. Le président a à rotation une fois européenne et une fois de la rive sud de la Méditerranée. Maintenant, nous avons la présidente pour la première fois palestinienne et pour la première fois une femme. Donc, c'est un double défi. Et toutes les décisions en UNIMED doivent être décisions partagées, une réflexion commune. Évidemment, nous sommes un réseau généraliste, donc nous avons projets et activités dans plusieurs domaines, mais pour nous, pour la Méditerranée, les priorités de notre axe stratégique, ce sont l'autonomie universitaire, c'est un sujet très important pour la Tunisie et nous avons fait plusieurs projets. Nous avons commencé avec le projet Sagesse, mais pas seulement. L'intégration régionale, nous avons parlé aujourd'hui avec M. le ministre aussi de la nécessité d'un programme de mobilité sud-sud pour renforcer cette dynamique de la coopération entre les pays de la Méditerranée et la responsabilité sociétale des universités. Nous traversons un moment de crise malheureusement incroyable. La guerre entre Israël et le Liban, Hamas, Hezbollah, l'Iran, l'Irak, la question de la Syrie, le Yémen, mais l'instabilité politique en Libye. Donc, il y a plusieurs raisons, malheureusement, pour parler des crises dans notre région. Il y a aussi un manque de vision politique sur cette crise-là, malheureusement, aussi surtout du côté européen. Ça signifie que l'université doit jouer un rôle plus important sur ça, surtout en relation à la question de l'inclusion des jeunes, des migrants, des réfugiés, et aussi pour donner à notre étudiant un espoir sur les questions de l'employabilité, mais aussi sur la participation à la vie démocratique de notre pays. Donc, la mission d'UNIMED, je serai très bref sur ça, c'est aider notre membre pour renforcer l'internationalisation des universités, pour créer un dialogue encore plus solide, encore plus fort entre les deux rives de la Méditerranée. Il y a une chose très importante à souligner. En 1995, il a été créé le processus de Barcelone, qui a donné à les partenariats euro-méditerranéens un nouveau destin, qui est le mot partenaire. Nous sommes partenaires dans la question, dans la perspective de la coopération euro-méditerranéenne. Après 30 ans, malheureusement, nous devons dire que le partenariat n'est pas équilibré et nous ne sommes pas encore dans la dimension de travailler ensemble pour les problèmes communs que nous avons. Il y a encore une attitude, surtout de la Commission européenne, d'imaginer, de financer, de supporter des actions de capacity building. Ça signifie transférer des savoirs. Donc, je pense que les mots de Barcelone, les mots partenaires, doivent être un peu relâchés.
nous devons imaginer une réflexion commune. L'année prochaine sera 30 ans du processus de Barcelone pour comprendre comment ce partenariat doit fonctionner, comment renforcer la dimension du partenariat, pas seulement pour faire des choses, parce que nous sommes en train de faire beaucoup de choses, beaucoup de projets, la mobilité, les capacités building, la recherche. Il a été mentionné aussi l'importance du programme Horizon Europe. Mais il me semble qu'il y a des fois que nous faisons des choses pour faire des choses, sans une vision sur qu'est-ce que signifie notre partenariat, qu'est-ce que signifie un destin commun pour la Méditerranée. Donc, je ferai ma réflexion sur une étude que nous avons réalisée, commissionnée à UNIMED par l'Union pour la Méditerranée, que vous savez, c'est une agence intergouvernementale des pays européens et pays de la Méditerranée, qui nous demandait de faire une analyse sur l'état de lieu de l'internationalisation dans 10 pays de la Méditerranée, tous les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et la méthodologie a été une méthodologie de dialogue. Ce n'est pas un travail qu'il a fait UNIMED sur sa capacité seulement. Nous avons impliqué tous les partenaires de la rive sud avec plusieurs focus groups de responsables pour chaque pays qui a travaillé avec nous. Nous avons fait aussi beaucoup d'entretiens avec responsables d'université et en plus, nous avons consulté les étudiants. Nous avons fait un survey avec l'étudiant qui a répondu de manière incroyable sur l'intérêt qu'il porte l'étudiant sur la dimension de la mobilité, bien évidemment, mais pas seulement sur la question du dialogue interculturel. Et grâce à cette initiative, nous avons après réalisé une rencontre chaque année, et nous sommes déjà à la 3e édition, qui s'appelle Mediterranean Student Summit, qui est une rencontre entre étudiants des deux rives de la Méditerranée pour parler de l'université qu'ils imaginent, de l'université qu'ils veulent, pour donner des recommandations aux acteurs universitaires et aussi à des acteurs politiques. C'est une rencontre qui est vraiment, vraiment très, très intéressante. Donc, d'abord, une réflexion sur la Méditerranée. J'ai déjà dit des réflexions sur l'importance du processus de Barcelone, sur l'importance, bien évidemment, d'acteurs comme l'Union pour la Méditerranée, mais il y a besoin d'un peu réfléchir sur cette relation entre la Commission européenne, l'Union européenne et les pays de la rive sud. Peut-être qu'il est les moments d'imaginer une nouvelle, surtout sur la coopération universitaire, sur la mobilité des jeunes, des chercheurs, une nouvelle méthodologie. Nous avons plusieurs fois demandé à la Commission européenne et à l'Union pour la Méditerranée d'organiser la première conférence euro-méditerranéenne ministérielle de l'enseignement supérieur à l'interne de l'Union pour la Méditerranée. La seule conférence qui a été organisée était en 2007 au Caire. Donc après 17 ans, je pense qu'il est temps d'organiser une rencontre entre les ministres pour mettre en place un agenda commun sur la coopération universitaire. Malheureusement, pour la situation internationale, cette conférence a été postponée, doit être en 2023. J'espère qu'en 2025 ou 2026 sera organisée, mais c'est vraiment important de donner une vision politique à la raison d'être de faire notre activité de coopération internationale. Monsieur le ministre a parlé de la nécessité de renforcer, par exemple, la mobilité nord-sud, mais il a aussi parlé de la question de l'attractivité. Ce n'est pas une question tunisienne seulement. Il y a un grand problème d'attractivité du système universitaire du pays de la rive sud de la Méditerranée, pas seulement pour le nord. Il y a, bien évidemment, la Tunisie est en train de faire un grand travail d'attractivité sur les étudiants d'Afrique. La même chose le Maroc, l'Algérie, l'Égypte. Vous êtes sur les mêmes côtés sur ça. Mais il y a d'obstacles. Il doit être une réflexion commune. Comment réagir à ces problèmes-là? Les manques d'infrastructures, la capacité de la recherche. Il y a des barrières linguistiques. Il y a évidemment aussi des stéréotypes qui nous touchent. Donc, c'est un problème commun. Il reste encore des stéréotypes très, très difficiles à surmonter. Mais
cette manque d'attractivité, c'est surtout en relation à votre relation avec les pays de l'Union européenne. Mais il y a deux acteurs nouveaux qui arrivent, qui sont déjà là, sont mentionnés par l'étude, l'Inde, la Chine, le Japon et d'autres, qui sont très intéressés de renforcer la dynamique d'internationalisation avec les pays du nord d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc ça signifie que d'un côté, il y a un manque d'attractivité, mais de l'autre côté, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas là pour vous demander des questions des droits humains et tout ça, mais qui sont intéressés de renforcer la coopération avec vous. Donc ça signifie d'abord une réflexion pour l'Europe. Nous devons réfléchir sur cette question-là. Et de l'autre côté, il est possible d'imaginer que l'internationalisation du pays du nord d'Afrique, du Moyen-Orient, sans regarder à votre relation avec les pays européens, et bien évidemment vice-versa. Donc c'est ça une question qui doit impliquer notre réflexion commune, notre discussion. Je vais en mentionner trois exemples de notre étude sur trois pays qui sont intéressants. L'Égypte, qui a mis en place une stratégie d'internationalisation pour l'attraction des universités étrangères en Égypte. Il y a plusieurs expériences. Ils sont en train de monter des universités qui sont en sorte d'universités privées publiques internationales. Pour imaginer que l'étudiant égyptien peut étudier dans une université internationale, mais il reste en Égypte. C'est très intéressant de réfléchir sur cette dimension des campus internationaux délocalisés. Les Liban, c'est un autre cas très intéressant parce que ce n'est pas une stratégie nationale, mais chaque établissement universitaire a son stratégie internationale, surtout sur le plan bilatéral. Vous savez qu'au Liban, il y a une quarantaine d'universités et seulement une université publique. Les autres sont tous privés. Si je peux dire ça, chaque politicien il a son université. Donc, c'est un système très particulier. Évidemment, il y a des universités qui sont privées d'un niveau très important, et pas seulement les Américains, mais aussi d'autres. Et il y a une grande tradition de coopération internationale. Ils sont un peu qui regardent l'Amérique, les États-Unis, et qui regardent évidemment à l'Europe. Dans cette dimension, il n'y a pas une stratégie au niveau national qui peut répondre à la situation du Liban, bien évidemment. Et la Palestine, je ne rentre dans cette petite description de la situation palestinienne parce que nous sommes en train de travailler pour la Palestine avec une nouvelle initiative qui est d'imaginer le soutien à l'étudiant de Gaza, l'étudiant universitaire de Gaza, qui malheureusement n'a pas la possibilité de continuer ses études. Et UNIMED a lancé avec l'université d'Al-Najjar de Nablus une initiative pour offrir à l'étudiant la possibilité de continuer à étudier en ligne, évidemment avec beaucoup de difficultés, avec le soutien des universités internationales partout au monde. Nous avons reçu le soutien de l'université du Chili au Japon. Donc, il y a un intérêt international à aider les universités de Gaza, les étudiants de Gaza. Et j'espère que dans les prochains mois, nous sommes capables, tous ensemble, bien évidemment, aussi avec votre aide, de continuer cette expérience pour réfléchir sur le rôle de l'université dans les situations de crise. C'est ça le rôle de l'UNIMED maintenant, travailler sur les situations de crise. Donc, l'analyse sur la Tunisie. Je vais aller très vite sur ça parce que je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Évidemment, il y a des problèmes de reconnaissance des crédits. C'est l'analyse que nous avons faite, les points faibles de la situation des universités tunisiennes. Évidemment, la question de l'autonomie universitaire, qui reste, indépendant du processus de réforme, reste une des priorités plus importantes. Évidemment, pour chaque changement, il y a des barrières de résistance au changement, les barrières culturelles, et surtout pour la dimension de l'enseignement en ligne, mais pas seulement, et aussi un manque de ressources humaines pour gérer tous les avantages de l'internationalisation. Donc, il a été déjà bien dit que la Tunisie il a profité très très bien des projets Erasmus, des projets européens.
il est le seul pays de la Méditerranée maintenant, de la rive sud de la Méditerranée, associé au programme Horizon Europe par d'Israël, bien évidemment. L'Égypte, il arriverait dans les prochains mois. Donc, évidemment, la Tunisie a un niveau d'internationalisation en rapport au programme de la Commission européenne qui est très, 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 très fort, très important, mais en même temps, le bureau des relations internationales mérite d'être renforcé et bien structuré. Évidemment, il y a aussi des points forts. Donc, votre liaison avec l'Afrique subsaharienne, le processus de Bologne, avec des difficultés déjà mises en œuvre depuis 2008. Vous avez déjà une dimension de coopération sud-sud très importante. J'ai déjà dit la question des projets, de la participation au projet. Et la question du genre est très importante à souligner parce que la Tunisie est un cas très important où il n'y a pas une question de genre, peut-être au contraire. Peut-être au contraire, mais c'est très important à souligner parce que ce n'est pas la même chose dans d'autres pays de la Méditerranée. Si je regarde la Libye, la situation c'est totalement différente. Les ministres ont aussi parlé de la question des fuites de cerveau des profs tunisiennes qui sont à l'extérieur. Il y a un problème de turnover, de ressources humaines, la situation économique, bien évidemment, d'obstacles bureaucratiques, et les problèmes des visas. Ce problème des visas, je sais que notre ambassade, l'italienne, et personnellement, ils sont là pour vous accompagner dans ce processus, mais c'est un problème incroyable. D'un côté, la Commission européenne nous demande de renforcer la mobilité, de l'autre côté, les pays membres, ils sont là avec des résistances, avec toute cette question des visas pour l'étudiant surtout. Et chaque année, nous, avec le projet Formed, par exemple, nous avons beaucoup de projets, de problèmes à gérer et tout ça. Mais évidemment, il a été déjà bien dit, en termes d'opportunités, la position géographique de la Tunisie, il y a aussi de nouveaux partenaires financiers de coopération au-delà de l'Union européenne. Et j'ai déjà mentionné la Tunisie est un pays associé au programme Erasmus. Donc, je retourne sur une question que j'ai dit au début. Faire des choses pour faire des choses, ça ne signifie rien. Nous devons imaginer que toutes les actions que nous faisons ensemble, en partenariat, sur les projets, sur la recherche, doivent être une modalité pour renforcer le système, pas pour faire des choses pour faire des choses. La capitalisation des résultats de notre activité en commune, c'est le début et c'est à la base d'une stratégie d'internationalisation. En plus, la Tunisie joue un rôle très important et doit être encore plus important, surtout en rapport avec les pays voisins de la Tunisie. La Libye, l'Égypte, l'Algérie, il y a joue un rôle très important, bien évidemment, comme les autres pays, mais l'expérience que la Tunisie a gagnée avec toute l'activité internationale, le projet Erasmus, l'external window du projet Erasmus, la mobilité et aussi la participation au programme Horizon Europe, il va donner à la Tunisie, à l'établissement universitaire tunisien, une position encore plus forte par rapport aux autres. Il est aussi indispensable que les ministères doivent accompagner ce processus. La rencontre d'aujourd'hui, je pense, si je me permets, est en ligne exactement avec cette dimension. Et important, pas laisser chaque université tout seul à gérer son dimension internationale, mais il doit avoir une sorte de cadre coordonné avec toute la liberté pour les universités de gérer son relation, mais à l'intérieur d'une coordination qui doit être gérée par les ministères. Donc, ce n'est pas facile à lire ça, mais notre feuille de route, qui n'est pas notre feuille de route, c'est la feuille de route que nous avons partagée avec les collègues tunisiens. Continuer le processus de réforme, et nous avons fait plusieurs choses sur ça, je dirais dans une minute. Évidemment, la question d'argent, s'il est possible d'augmenter les budgets consacrés à la recherche et à l'innovation. La visibilité pour renforcer la dimension de l'attractivité du système universitaire tunisien.
Évidemment, planifier d'alliances et d'initiatives internationales stratégiques. Encore une fois, cette rencontre est importante, mais aussi important d'imaginer d'activités avec des partenaires internationaux pour montrer les processus qu'il est en train de faire les universités des systèmes tunisiens et renforcer, qui reste encore une thématique importante, renforcer les capacités des bureaux internationaux. Vous déjà connaissez les projets de sagesse d'IRASA. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est seulement pour souligner que les projets doivent être chaque fois des projets qui vont soutenir un processus qui déjà existe. Nous avons pensé à Sagesse pour accompagner le processus de réforme du système universitaire tunisien qui est déjà là, qui a été lancé en 2008. Nous avons créé Sagesse, proposé à la Commission européenne, et proposé à les universités tunisiennes d'être toutes ensemble partenaires dans le même projet. A été la première fois que toutes les universités tunisiennes ont travaillé ensemble. Pour la première fois, nous avons un secrétaire général d'université qui se sont rencontrés, qui se sont connus grâce à un projet européen. C'est incroyable. Ça signifie qu'il y a un manque de coordination entre les universités et la Sagesse a posé cette condition-là. Et nous avons continué avec le projet d'IRASA qui est en cours et nous avons passé un peu la main. Sagesse était coordonnée par Unimed, d'IRASA est coordonnée par l'université de Sfax. Parce que doit être le système universitaire tunisien capable de gérer son relation et capable de montrer sa capacité. Donc, travailler tous ensemble, ce n'est pas facile, vous savez mieux que moi, mais c'est la seule réponse pour donner une visibilité internationale au système universitaire tunisien. La raison pour laquelle nous avons imaginé Sagesse et d'IRASA, c'est la question de renforcer l'autonomie universitaire. Il y a une résistance importante à les changements, et au niveau du ministère, et au niveau de chaque établissement. Il y a un effort que tout le monde est en train de faire sur ça. Évidemment, ce n'est pas facile, surtout dans un cadre de crise économique, de manque de fonds supplémentaires pour les universités, mais il n'y a pas la possibilité de rester comme nous sommes. Le status quo, ça ne marche pas. Nous devons renforcer cette dynamique et montrer à votre voisin, les pays de la rive sud de la Méditerranée, que l'autonomie est possible, que la liberté académique, ce n'est pas seulement possible, mais elle est nécessaire pour contribuer au destin de votre pays. Des recommandations pour l'internationalisation. J'avais à terminer avec ces deux slides. Je vais un peu résumer. L'internationalisation du système universitaire de la rive sud de la Méditerranée, ce n'est pas facile au niveau des régions. La région n'existe pas. La région méditerranéenne, malheureusement, n'existe pas. Il y a un conseil, il y a une idée. Mais sur le plan universitaire, il y a un manque de coopération entre les universités du pays du Sud. Et chaque pays a son dimension bilatérale. Vous avez plusieurs contacts avec les pays européens, des universités européennes, mais pas de contacts avec votre voisin. Donc, c'est ça une des activités que nous devons faire tous ensemble, un programme de mobilité commune, un programme de mobilité de chercheurs, et promouvoir une sorte de zone euroméditerranéenne de libre-échange. Mais aussi imaginer une action commune sur la thématique de la gouvernance universitaire. Il y a un manque d'autonomie par tout le monde dans la rive sud de la Méditerranée. Je n'imagine pas qu'il doit être le même système, le même modèle pour tous les pays. Chaque pays doit trouver son formule et son destin. La Tunisie est l'avant-garde de ça. Et j'espère que, travaillant tous ensemble, nous sommes capables de proposer à la Méditerranée, à l'Union pour la Méditerranée, à la Commission européenne, la Tunisie comme un modèle, comme un terrain de partage, de discussions, de confrontations avec les autres pays pour imaginer que le travail que vous avez déjà fait et que vous êtes en train de continuer avec les ministères peut être un exemple pour tout le monde dans la Méditerranée. Je m'arrête ici. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Marcello Scalisi, qui est le directeur de Unimed. Monsieur Marcello qui a étalé déjà une présentation sur Unimed et aussi la méthodologie du travail et principaux résultats. Il a aussi parlé des challenges pour le sud de la Méditerranée, notamment l'attractivité auprès de l'Union européenne, et aussi qu'il y a la rentrée de nouveaux acteurs tels que l'Inde, la Chine, le Japon. Il a parlé de quelques exemples, notamment l'Égypte, le Liban, Palestine. Il a fait une présentation des SWOT, quelques perspectives futures, une proposition de feuille de route. Il a parlé de projets de Unimed, notamment Sagesse et Dirasa, et partagé avec nous quelques leçons apprises pour enrichir cette journée. Donc, comme je l'ai dit, on continue donc dans quelques concepts clés pour la première session. On reste toujours dans la première session. Et notre deuxième speaker, qui sera M. Melek Koshlev, qui est le directeur général de la coopération internationale auprès du ministère de l'Enseignement, de la Recherche scientifique, et qui va nous parler d'une vue d'ensemble de l'internationalisation du système de l'enseignement supérieur tunisien. Simelk, je vous cède la parole. On aura un petit challenge pour tout le monde, pour respecter un tout petit peu, parce que aussi on va enrichir le débat tout à l'heure. Simelk, the floor is yours. Merci beaucoup. Donc, je compte sur vous pour rappeler le temps qui m'est imparti. Sinon, je risque de déborder. La thématique est extrêmement large, riche. Permettez-moi tout d'abord de dire mon plaisir et mon honneur d'être encore une fois ici avec vous pour discuter de cette thématique importante, l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie. Et pour cela, j'ai choisi de mettre un peu de contexte à cette discussion que nous allons avoir sur ces 2 jours. Un peu de contexte, cela veut dire qu'on va faire une sorte de zoom arrière. On va partir du global, de l'international, vers le local, en Tunisie, en passant par le régional, en particulier l'Afrique, pour voir quelles sont les dynamiques de l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et quel serait notre intérêt, justement, à placer notre pays, la Tunisie, au cœur de ces dynamiques. Je ne vais pas être exhaustif, je vais choisir quelques données que je vais partager avec vous. D'abord, retenez ce chiffre, si on se place à l'échelle globale pour commencer, donc 1 à l'échelle globale. En 2021, il y avait 220 millions d'étudiants dans le monde. 220 millions d'étudiants. En 2030, donc en une décennie, ce chiffre va se situer aux alentours de 380 millions. 380 millions d'étudiants. Pour dire que l'enseignement supérieur, en dépit des grands défis et des challenges, c'est un secteur en bonne santé et en extrême croissance, contrairement à beaucoup d'autres secteurs au niveau mondial. Donc on va passer de 220 à 380 millions en une décennie. Nous sommes au cœur de cette décennie 2024. 2024, on a un peu plus que 7 millions d'étudiants internationaux. Cela veut dire des étudiants qui changent de pays pour aller à l'université. On était à 1,6 en 2000, 1,6 million, et on sera aux alentours de 8 millions en 2025, fin 2025. Pour regarder encore une fois, il y a une dynamique extrêmement importante pour la mobilité des étudiants internationaux. Les deux tiers de cette mobilité se dirigent vers les pays du Nord. Les pays de l'OCDE captent 2 tiers du volume des étudiants internationaux. Mais l'essentiel de l'évolution actuelle et future sera dans les pays du Grand Sud, le Global South. Et nous sommes en train de voir l'apparition de nouveaux acteurs à ce niveau-là pour l'attraction de la mobilité internationale des étudiants.
Quels sont les grands acteurs? Aujourd'hui, évidemment, ceux qui reçoivent, on a les États-Unis d'Amérique, près d'1 million d'étudiants qui proviennent de partout dans le monde, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Australie, évidemment, c'est les acteurs qu'on connaît tous et qui accaparent une grande partie de la mobilité internationale, avec un coup d'arrêt qu'on a constaté en 2020-2021 à cause de la pandémie, mais une reprise qui s'est dessinée juste dans la foulée, et donc il y a une reprise. Mais il y a d'autres acteurs, justement parce que le monde est en train de changer. La Chine accueille aujourd'hui près d'1 demi-million d'étudiants internationaux. La Russie est un grand pays, mais d'autres affichent leurs ambitions. Marcel, vous avez mentionné quelques pays, évidemment, mais on peut regarder. L'Arabie Saoudite se veut d'être aujourd'hui. Ils ont un programme, hein, et on sait évidemment. Ils ont un programme pour attirer davantage d'étudiants. Des pays comme la Turquie partent de 30 000 étudiants. Ils visent à avoir 130 à 150 000 étudiants internationaux. Tout ça, il y a une grande dynamique. Cela veut dire que la mobilité internationale des étudiants ne risque pas de s'arrêter. Au contraire. Et il faut regarder ça pour réfléchir à notre situation, évidemment. Mais il n'y a pas seulement ça. Nous avons la mobilité internationale des étudiants, mais nous avons également la mobilité internationale des programmes et des institutions. Et là, je vais vous surprendre pour vous dire que cette mobilité internationale des programmes dépasse en vigueur et en rythme d'accélération celui, en tout cas l'accélération des étudiants internationaux. Donc, davantage de progrès, de progression au niveau de ce qu'on appelle Transnational Education. Cela veut dire avoir un diplôme britannique au Nigeria. C'est un peu ça le modèle. Ça peut être à travers un campus délocalisé, ça peut être à travers une franchise, ça peut être à travers la collaboration. Et donc, évidemment, nous avons une mobilité qui est en train de progresser au niveau des étudiants internationaux et une mobilité, on va dire, nouvelle qui est en train de progresser davantage, qui est celle des programmes et des établissements. Les acteurs, encore une fois, c'est les mêmes, c'est les Britanniques, les Américains, les Australiens, mais il y a quand même une recomposition. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une évolution remarquable au niveau des chiffres, mais notre monde fait face également à un certain nombre de phénomènes, de crises, de secousses qui traversent un peu le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Évidemment, la Covid, évidemment les guerres, évidemment les tensions, et en particulier le monde multipolaire qui se dessine devant nous, avec de plus en plus de rejet de la mondialisation telle qu'elle est, ou telle que nous avons vécu, notamment au niveau du Global North, des pays du Nord. Ce rejet se manifeste très fortement aujourd'hui au niveau des opinions publiques, au niveau des débats dans certains pays, notamment par rapport à la question migratoire. Nous, on parle de migration de la connaissance. La migration des étudiants, c'est une migration de la connaissance. Il n'en reste pas moins que c'est une migration avant tout. Évidemment, quand on regarde ce qui se passe au niveau des débats, au niveau des périodes préélectorales, mais au niveau également des postures de plus en plus fermes au niveau législatif, réglementaire dans certains pays. La France qui promet une nouvelle loi d'immigration l'année prochaine, ce n'est pas un cas isolé, évidemment. Je vais citer des pays, mais on est dans un cadre académique. Trump
n'est pas un fervent supporter de la mobilité internationale, bien au contraire, il hérisse des murs. Mais nous avons également des situations nouvelles et surprenantes. Le Canada, grand pays d'accueil des étudiants internationaux, qui dit vouloir réduire de 35% les visas étudiants. Pourquoi? Parce que ce pays a tellement bien réussi sa compétition pour capter les étudiants internationaux qu'il a fini par mettre de la pression sur les services. Il n'y a pas de logement maintenant à Montréal parce que, évidemment, il y a une population qui s'ajoute. Ça crée des tensions, hein. Ça crée des tensions. Donc, il y a des mesures drastiques qui sont en train d'être prises aujourd'hui. Le Canada vous dit non, on n'a plus la possibilité ni la capacité d'accueillir autant d'étudiants internationaux. Bon, la France maintient sa politique pour aller davantage vers les 500 000. C'est un objectif français affiché. Cela veut dire 20-25% de plus qu'aujourd'hui. Mais l'Allemagne également. Mais c'est des pays qui introduisent maintenant des frais majorés pour les étudiants internationaux, tout comme récemment des pays comme la Norvège, comme la Finlande, qui encadrent un peu et veulent que la mobilité internationale soit également, ou plutôt dans un esprit de compétition globale sur les talents, mais également une solution pour financer l'enseignement supérieur. Ce n'est pas une idée nouvelle, évidemment, c'est une idée de Margaret Thatcher en 1980-81. Donc, vous voyez, c'est des pays qui ont développé des approches, mais qui ont également su capter des étudiants. Aujourd'hui, les nouveaux acteurs regardent un peu ce qui se passe et souhaitent développer des programmes. Donc, ceci au niveau global. Donc, on note en synthèse un développement de l'accès à l'enseignement supérieur au niveau global, un développement de la mobilité internationale et un développement de la mobilité des programmes et des institutions. Donc ça, ce sont des faits. Maintenant, si on recule un peu, on fait notre zoom arrière, on regarde notre région, en particulier l'Afrique, région très intéressante. Évidemment, notre région, l'Afrique, c'est le gisement de la croissance démographique mondiale. L'Afrique est en train de doubler de population entre aujourd'hui et 2050. L'Afrique est un pays où la classe d'âge pour aller à l'université est en train de se développer. Et si on focalise par exemple sur l'Afrique subsaharienne, on va se retrouver avec plus de 90 millions de personnes en âge d'aller à l'université. Plus de 90 millions. Combien, à votre avis, vont à l'université réellement? Exactement 10%. 10% de cette classe d'âge. Monsieur le ministre a rappelé tout à l'heure que la Tunisie avait fait évidemment des pas très importants pour un accès inclusif à l'enseignement supérieur. Un tiers de la population en âge d'aller à l'université, c'est un chiffre très important. Et il a mentionné, il a combiné également avec un autre chiffre, celui du recul des effectifs des étudiants, pour dire qu'on est dans une dynamique différente en Tunisie. On revient à l'Afrique subsaharienne parce qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, il y a un certain nombre donc il y a un besoin pour la formation de qualité, mais il y a certaines dynamiques assez peu visibles qu'il faudrait réellement aller voir en détail ce qui se passe. Je vais vous surprendre pour vous dire que les étudiants africains sont 2 fois plus mobiles que les étudiants du reste du monde, notamment l'Afrique subsaharienne. Mais ça, c'est le cas des étudiants tunisiens. 10% de nos étudiants sont à l'étranger. C'est beaucoup, hein, 30 000 étudiants selon les chiffres de l'UNESCO. C'est beaucoup, alors que nous, on attire entre 9 et 10 000.
Donc pour vous dire que c'est un continent jeune, c'est un continent, il y a un dynamisme démographique, c'est un continent où les gens bougent pour aller faire leurs études ailleurs. Donc ce n'est pas un épiphénomène en Afrique, c'est même un phénomène plus prononcé que partout ailleurs dans le monde. Mais ce continent-là a besoin d'opportunités de formation. Et si on regarde un peu ce qui se passe, on va avoir des pays en Afrique où il est très difficile de pouvoir accéder à l'université. Au Nigeria, par exemple, seulement 50% des bacheliers peuvent accéder à l'enseignement supérieur. Et ces 50% sont par la suite partagés entre une offre de transnational education, donc de programmes étrangers, et une offre locale, pour dire que la chance que nous avons en Tunisie, c'est des politiques de longue date que nous avons en Tunisie qui ont mis l'éducation au cœur du projet national tunisien et qui ont fait qu'un jeune Tunisien aujourd'hui a le droit, c'est un droit sacro-saint que personne ne peut lui contester, d'aller à l'université, mais aller à l'université dans de bonnes conditions. Parce qu'en Tunisie, on a des enseignants, on a des structures et on a les établissements partout dans le pays. En Côte d'Ivoire, il y a 100 étudiants par enseignant. Vous pouvez mesurer un peu ce que c'est en termes de pression et en termes également de difficultés pour assurer une formation de qualité. Si on regarde un peu l'Afrique du Nord, c'est des pays qui sont en pleine phase de massification. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'accès de l'Égypte jusqu'à la Mauritanie, l'accès est extrêmement est en phase, on va dire, de pic. Cela veut dire que les systèmes font face à une pression pour avoir suffisamment d'infrastructures, suffisamment de programmes, suffisamment d'enseignants pour justement cette arrivée massive des étudiants. Donc ceci, c'est ce qui se passe au niveau du continent africain. Maintenant, on recule un peu pour voir ce qui se passe pour la Tunisie. Je ne vais pas me développer beaucoup, des choses ont été dites, notamment par Monsieur le ministre. Mais en Tunisie, on le sait, on a résolu très tôt les questions d'accès, je le disais. On a un système universitaire très, très ouvert. Chez nous, à la Direction générale de la coopération internationale, on a une vision un peu de ce qui se passe. Et on sait que chaque année, on développe des centaines, je dis bien des centaines, de collaborations universitaires nouvelles. Et on voit également de nouvelles tendances se dégager avec de nouveaux partenaires, tout ça. Et c'est un pays, la Tunisie, qui aborde cette question de l'internationalisation, conscient de ses atouts, conscient de ses défis, mais également avec une posture de principe, celle de la solidarité au lieu de la compétition. C'est d'ailleurs les maîtres mots, on va dire, de notre politique étrangère. Nous souhaitons réellement capitaliser sur ce que nous avons fait pendant des décennies maintenant en termes de partage de notre système universitaire, en termes d'accueil des étudiants internationaux. Vous savez qu'aujourd'hui, on maintient des relations avec des pays africains. S'il n'y avait pas l'enseignement supérieur, il n'y avait rien au niveau il n'y aurait rien au niveau de la coopération avec ces pays. 40 pays africains auxquels nous offrons chaque année des bourses, des places académiques, mais également des programmes d'appui, parfois techniques, et de plus en plus maintenant, et ça c'est nouveau, on apprécie beaucoup cette demande sur nos enseignants, mais également ça peut être une demande importante sur nos doctorants pour des pays qui sont en train de développer leur système d'enseignement supérieur. On a dit l'Afrique fait face à des défis
extrêmement important. Donc nous, on fait ça pour l'Afrique et on le fait d'autant plus que, justement, nous avons passé notre pic d'accès à l'enseignement supérieur il y a quelques années. Notre population estudiantine est en train de baisser. Cela veut dire, globalement, on peut faire mieux au niveau de la qualité et plus au niveau des étudiants internationaux. Alors pourquoi une stratégie pour la Tunisie s'agissant de l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique? Ça a été dit, cela va être dit encore. L'internationalisation ne peut pas être un objectif en soi. On ne fait pas l'internationalisation parce qu'on veut avoir plus d'étudiants internationaux. En tout cas, si on le fait comme ça, c'est une erreur. Je vous le dis. On fait de l'internationalisation et on attire des étudiants internationaux, on exporte des programmes, on fait de la collaboration sur des programmes universitaires en délivrant des doubles diplômes, des co-diplômes, parce que cela sert avant tout l'étudiant tunisien, l'université tunisienne et le pays. Cela veut dire l'internationalisation doit d'abord faire partie de ce que des activités que font le pays et les établissements pour servir les missions de l'université. Vous le savez, évidemment, 3 missions. L'internationalisation doit servir la qualité de l'enseignement, de futures prospectives d'emploi, d'employabilité des diplômés. L'internationalisation doit servir une recherche plus impactante, plus à l'écoute des besoins du pays, notamment économiques. Et l'internationalisation doit servir également cette 3e mission de l'université, de plus en plus importante, celle qui fait de l'université un moteur de progrès économique, social et sociétal en général. Donc on fait de l'internationalisation, non pas parce que c'est bien d'avoir des chiffres élevés d'étudiants internationaux, mais parce qu'à travers l'internationalisation, on fera un enseignement de meilleure qualité, une recherche plus impactante et une fonction sociétale de l'université plus performante. C'est pour cela qu'il faudrait aborder la question d'une façon méthodique et c'est pour cela que nous visons aujourd'hui le développement d'une stratégie d'internationalisation, une stratégie qui va évidemment permettre de servir l'étudiant, l'établissement, le système, mais qui va également, et ça c'est un facteur non négligeable, si on arrive à mettre les bases de ce qu'on appelle un hub pour l'enseignement supérieur pour la région, cela va servir également l'économie du pays. Ce n'est pas négligeable, c'est très important, par les frais différenciés pour les étudiants internationaux, mais également par davantage de programmes internationaux pour les étudiants tunisiens. L'étudiant tunisien devrait être au cœur de cette démarche d'internationalisation. On ne fait pas ça pour le reste du monde, on est animé d'un principe de solidarité envers le reste du monde, mais on doit également et avant tout penser à nos établissements et à l'étudiant tunisien. Est-ce que l'internationalisation va lui permettre d'avoir davantage d'atouts d'employabilité, davantage d'ouverture culturelle, davantage de capacité à naviguer ce monde de plus en plus complexe. Donc ça, c'est pour ça qu'on fait de l'internationalisation. Et je vais finir par une dernière chose. Je suis dans les temps. Bon, en tout cas, je lui ai demandé de m'aviser, il ne l'a pas fait. Peut-être il a été intéressé par ce que je disais. Soft power, c'est la manière douce, c'est ce qui permet à un pays de gagner les cœurs, la sympathie, mais également les poches des autres, sans utiliser des porte-avions. C'est avant tout en partageant des valeurs, y compris le savoir. Et ça sera notre première ligne de défense
envers l'extérieur, avoir non pas des fortifications militaires, mais une ceinture de sympathie faite par des jeunes qui viennent étudier en Tunisie, faite par des gens qui ont eu la chance d'être enseignés par un Tunisien chez eux, faite par des gens qui ont qui ont eu cette possibilité d'avoir un diplôme double, multiple, conjoint, tunisien, et c'est des gens avec lesquels eux, ils passent les meilleures années de leur vie chez nous, et nous, on espère que le restant de leur vie, ils gardent justement ce contact avec la Tunisie pour développer cette ceinture d'amitié, mais également d'intérêt qui ne peut qu'être positive pour la prospérité de notre pays. Donc sur cela, je vais conclure pour vous dire que ce que nous sommes en train de discuter pendant ces 2 jours est quelque chose d'extrêmement important pour notre pays, à commencer par l'étudiant, par nos établissements, par le ministère, mais pour la Tunisie tout entière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simel Kochlev, le directeur général de la coopération internationale, qui a commencé déjà par un chiffre. Vos lunettes, Simel, bon, à tout à l'heure. Qui a commencé par chiffres pertinents, notamment pour 2030, 380 millions d'étudiants, pour montrer l'impertinence et l'importance de la thématique aujourd'hui. Il a parlé sur une échelle internationale, la mobilité notamment, et aussi il a parlé à l'échelle sur le continent africain, notamment, et le positionnement de la Tunisie. Il a donné aussi un autre chiffre super intéressant, c'était l'étudiant africain, il est 2 fois plus mobile, comme quoi c'est très intéressant pour les Africains. Il a parlé de certains challenges, notamment l'accessibilité pour certains pays africains pour l'enseignement supérieur, et aussi il a ressouligné ce qui a été déjà proposé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment on ne fait pas de l'internationalisation pour l'internationalisation, mais pour créer de la richesse, pour créer de l'impact pour l'étudiant, pour l'université et pour la société. Et le dernier message de paix, super intéressant pour le soft power, que je retiens aussi pour cette première partie de cette session. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. Par quoi vous voulez que je commence? En vote. La bonne? La moins bonne. OK. Alors, la moins bonne, c'est que la pause café est prévue pour 30 minutes. Et moi, je vais vous challenger parce qu'on a commencé avec un peu de retard. Parce qu'un séminaire, on est tous acteurs, c'est-à-dire les participants aussi, les speakers et tout ça, pour qu'on puisse rattraper un peu le retard, parce qu'on a commencé un peu en retard. Donc, est-ce que je peux vous demander gentiment de faire une pause de 20 minutes? C'est faisable. OK? OK, très bien. Donc, la bonne nouvelle aussi, la deuxième bonne nouvelle, puisqu'il y aura la pause café tout de suite, mais la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on aura aussi un expert international qui est avec nous là actuellement, qui va nous éclairer et partager avec nous son expérience, qui est un professeur émérite, qui est membre distingué et ancien directeur du Center for International Higher Education of Boston College, US. Donc, on aura la participation et l'intervention de M. Hans DeWitt tout à l'heure. Donc, soyons ponctuels. Il est quelle heure là? 11h, on revient 11h30. Merci beaucoup, à tout à l'heure.